Et tantôt au niveau de la dernière partie, on a touché ce qu'on appelle les conséquences politiques. Pour dire quoi? La guerre va entraîner quoi? L'émergence de deux superpuissances. Et ces deux superpuissances qu'on appelle États-Unis et URSS, on va les voir, n'est-ce pas? Ils vont jouer un rôle important au niveau des règlements, n'est-ce pas, du conflit. Pendant et après la guerre, on a constaté que les Alliés ont tenu plusieurs conférences pour régler le conflit et réorganiser le monde d'après-guerre. Un nouvel ordre politique mondial apparaît. Cela veut dire quoi? Que ces trois, États-Unis, URSS et ce qu'on appelle la Grande-Bretagne, vont se réunir, vont discuter sur la guerre certes, mais aussi sur l'avenir de l'Europe, mais aussi le sort réservé à l'Allemagne. On va assister quoi à un nouvel ordre mondial. Le monde a été construit, vous le savez, par les trois principaux pays alliés, États-Unis, URSS et Royaume-Uni, qui se sont rencontrés lors de plusieurs conférences tenues à partir de 1943. 1943, c'est la conférence de Téhéran. 45 février, c'est la conférence de Yalta. Et enfin, 45 vers la fin, c'est la conférence de Potsdam. Mes chers élèves, pour chaque élément, nous allons voir ce qu'on appelle quoi? Les participants, l'ordre du jour et les grandes décisions. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une idée de ce qui s'est passé, de quoi ces gens ont discuté, et à la fin, pour voir les décisions qui ont été prises, il y a des gens qui les ont respectées après, ou bien est-ce qu'il y a des pays qui ont violé. Pour la conférence de Téhéran, Téhéran c'est où? Ce n'est pas en Afrique, mais c'est en Asie. Vous allez me poser la question, pourquoi Téhéran? En 1943. Parce qu'en 1943, l'Europe était assiégée par Adolf Hitler. Il n'était pas possible de se rencontrer en Europe. Ils ont décidé d'aller dans ce pays qu'on appelle Téhéran. Quand c'est entre le 28 novembre et le 2 décembre. Les participants, vous le savez, on peut même, n'est-ce pas, voir la photo, ils sont là. On a Roosevelt au milieu, n'est-ce pas, à droite on a Churchill et on a ici ce qu'on appelle Staline, qui est le président des États de l'URSS. Ici, l'ordre du jour, la guerre et les questions territoriales. Ici, on n'a pas parlé du jour, le sol de l'Europe. L'ordre du jour, c'est la guerre, exclusivement la guerre. À savoir quoi? Quelles sont les stratégies, n'est-ce pas, à proposer pour définitivement, n'est-ce pas, gagner la guerre devant ce monstre qu'on appelle Adolf Hitler. Pour les grandes décisions, ils décident de faire quoi? L'ouverture d'un second front à l'ouest en Europe, par des débarquements en province, en Normandie. Deuxième décision, c'est quoi? La frontière va glisser vers l'ouest jusqu'au fleuve Odonaïs au profit de la Pologne, libérant à l'est les territoires que l'URSS avait perdus en 1921. Troisième décision, l'Allemagne. On va proposer plus tard de diviser ces pays en plusieurs États. Il y aura la dernière décision, c'est quoi? La création d'une organisation remplaçant la SDN. Fille émise, ça signifie quoi? Ils ont lancé l'idée, mais ils vont se prononcer à Yalta. Mes grands, toutes ces questions, on va les approfondir à Yalta. Yalta est là. La conférence, c'est quand? Entre le 4 et le 11 février 1945. Mes grands, c'est les mêmes participants. Vous voyez, Roosevelt revient, Churchill et Staline. Mais regardez Roosevelt, il n'est pas en forme, il est malade. La maladie va dominer ce monsieur. Ce qui fait que, n'est-ce pas, on le verra à Potsdam, il ne sera pas présent. Il est décédé, remplacé par un jeune président, je ne vais pas anticiper, du nom de Harry Truman. Les participants, États-Unis, Roosevelt, Royaume-Uni, Churchill, et ici, URSS, on a qui? Joseph Staline. Ordre du jour, regardez ici, ce n'est plus la guerre, mais exclusivement basé sur le règlement du conflit. Mais grand, en 1945, lors de la conférence de Yalta, l'URSS était presque à 70 km de Berlin. Cela veut dire quoi? Qu'à Téhéran, il y a une décision claire qu'ils avaient prise, c'est quoi? Le débarquement en Normandie. Prévu quand? Au mois de juin 1945. De ce débarquement a eu lieu et ils ont réussi. Et l'URSS a mené une contre-offensive à Yalta. Les Russes étaient à 110 km. Ça veut dire quoi? La victoire est imminente. Les gens étaient sûrs et certains que la victoire est, n'est-ce pas, acquise entre, n'est-ce pas l'Axe, mais les alliés. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre des décisions. Plusieurs décisions, mais les élèves, vous savez, on ne peut pas mettre ici toutes les décisions, mais on va parler des décisions les plus importantes. La première, c'est quoi? Les vainqueurs vont fixer les limites des zones d'occupation en Allemagne. Ici, on peut les voir, les limites des zones d'occupation en Allemagne. Regardez, on a 4 limites. 4 pays seront là. On a ce qu'on appelle, regardez, un vert, c'est l'Angleterre. Bleu, réservé à la France. N'est-ce pas, l'autre, États-Unis et l'URSS. Mais à Yalta, on n'a pas déterminé les 4 zones, mais on a demandé de diviser ce pays en 3 et on va demander si la France accepte. Mais la France, vous le savez, acceptera plus tard, n'est-ce pas, de faire partie, n'est-ce pas, du cercle des 4 pays qui vont se partager ce pays qu'on appelle l'Allemagne. Donc les vainqueurs vont fixer les limites de la zone d'occupation en Allemagne. Deuxième point, les territoires annexés occupés par l'Allemagne seront libérés.
Et les élections libres, ils seront prévues. Je vais m'arrêter ici. On a dit quoi? Les territoires occupés par l'Allemagne seront libérés et les élections libres, ils seront prévues. Mais la France, même si la France est libérée, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est surtout les pays de l'Europe de l'Est et les pays de l'Europe centrale. Mais on va constater quoi? Qu'après Yalta, on va constater que ce point, l'URSS va violer. Va violer quoi? Va violer ce que, n'est-ce pas, il avait pris comme décision. Pourquoi? Parce que Roosevelt a insisté pour qu'on organise des élections. L'URSS, Staline va accepter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Staline va accepter. Voilà. Staline va accepter, mais le fait que Staline accepte, nous allons voir quelques années plus tard qu'il ne respectera pas sa décision. Mais grand, dans une relation amicale, si vous décidez d'accomplir par exemple quelque chose et le lendemain, votre camarade, n'est-ce pas, vous vous rendez compte, il n'a pas été, cela peut entraîner quoi? La méfiance. Les Américains vont se méfier de l'URSS. Vont se méfier pourquoi? Parce qu'ils ont vu quoi? Que dans ces pays d'Europe centrale et de l'Est, les élections ne sont pas libres. Les élections ne sont pas des élections démocratiques. Au contraire, Staline va imposer des communistes à la tête du pouvoir. Et ça, cela va déranger les Américains parce qu'ils ont dit quoi? L'URSS a un projet. Quel projet? Un projet expansionniste. C'est quoi expansionniste? Ils veulent étendre la domination à travers l'Europe centrale, mais aussi l'Europe orientale. On a dit à Staline, pourquoi tu l'as fait? Il dit, j'ai occupé ces pays pour assurer ma sécurité. Ces pays de l'Europe centrale et de l'Est seront un bouclier. Ce qu'on appelle quoi? En germe militaire, un glacis défensif. Glacis, ça signifie quoi? C'est quand un pays occupe, n'est-ce pas, ces pays, les pays qui sont devant lui, pour se protéger contre d'éventuelles attaques, n'est-ce pas, de la part d'autres pays. Mais comme on le dit dans le jargon militaire, qui veut la paix prépare la guerre. Troisième décision, les territoires occupés par le Japon seront aussi libérés et placés sous le mandat, n'est-ce pas, jusqu'à leur indépendance. L'URSS, la quatrième décision, va s'engager dans une guerre contre le Japon pour réclamer le retour des îles Sakhalin-Kuriles. C'est une longue histoire. N'oubliez pas qu'il y avait une guerre russo-japonaise. Les Russes vont perdre cette guerre, les Japonais en profitent pour récupérer les deux grandes îles, île Sakhalin et île Kuril. Donc voici une occasion qui est offerte, n'est-ce pas, à ce pays pour récupérer ces deux îles. Quatrième décision, les bases de la future organisation pour la paix sont précisées et le droit de veto accepté par les grandes puissances. Et qu'est-ce qui va se passer? Les trois sont des membres d'office, ils ont le droit de veto. Ils vont demander à deux pays de se rapprocher. C'est qui? La France et la Chine. Mais quelle Chine? Ce n'est pas la Chine de Mao. Parce qu'en 1945, Mao n'était pas venu au pouvoir. C'était la Chine de Chiang Kai-shek, qui était un ami, qui était, n'est-ce pas, un proche, n'est-ce pas, des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Au lendemain de Yalta, les Européens ont exprimé leur vive indignation. Leur vive indignation sur ce qu'ils appelaient le bradage ou la liquidation des intérêts de l'Europe entre Roosevelt et Staline. Mais ils ont raison. Parce que lors de ces trois conférences, le monde entier, n'est-ce pas, avait confiance. Ils ont dit quoi? Qu'après la guerre, ces trois-là vont nous proposer une recette extraordinaire. C'est quelle recette? Mais l'ONU, qui va se charger de lutter contre, n'est-ce pas, ces dérives causées par Hitler, mais aussi mettre en place un monde de paix, un monde de solidarité, mais un monde où on ne va pas revivre ce qui s'est passé. Mais on se trompe lourdement. Pourquoi? Parce qu'ils vont liquider les intérêts de l'Europe. Mais cela veut dire quoi? Que Roosevelt et Staline n'ont pas discuté de l'intérêt général du monde. Ils ont discuté de leur propre intérêt. Et cela va entraîner quoi? Une rivalité. Et cette rivalité, on va le voir où? Au niveau de la conférence de Potsdam. Potsdam, 17 juillet, 2 août 1945. Potsdam, c'est où? C'est à Berlin. Mais grand, Berlin, cela veut dire quoi? Que la guerre est finie. Que l'Allemagne a capitulé. On organise la conférence à l'intérieur du pays qui a pris en otage le monde entre 1939 et 1945. Mais les participants, regardez, il y a un changement. Pour les participants, on a 3 personnes. Churchill, Truman et Roosevelt. Mais regardez, pour Churchill, il y a une petite précision. Il va assister au début de la conférence, mais il ne va pas terminer la conférence parce qu'il va perdre les élections. Qui va remplacer? C'est Clément Attlee. Revenons sur Potsdam. Les participants, comme je l'ai dit, États-Unis, Harry Truman. Roosevelt est décédé. Ce vieux président sage, Roosevelt, son vice-président était Harry Truman. Il le remplace. l'URSS, c'est Staline. Quant à la Grande-Bretagne, comme je l'avais dit tantôt, Winston Churchill sera succédé par qui? Par Clément Attlee au cours du mois de juillet 1945. Hors du jour, le sort de l'Allemagne, de l'Europe et les accords de paix. Quand on dit le sort de l'Allemagne,
C'est à Potsdam, véritablement, que l'Allemagne sera divisée en 4 zones. Ici, regardez, c'est clair et net. Mais vous voyez, la partie réservée à l'URSS, il y a Berlin. Berlin aussi sera divisé en 4 zones. 4 zones, ça signifie quoi? La capitale, les Occidentaux ont dit qu'il ne faut pas le donner à 100% à ce pays qu'on appelle URSS. Mais ils ont raison, parce que la capitale, c'est toujours le point le plus important dans un pays, parce que c'est là où se passe l'activité économique, l'activité administrative. Le remettre à l'URSS, ça risque de causer un sérieux problème. Donc, là, les grandes décisions à Potsdam. Mais avant de commencer Potsdam, à Potsdam, Harry Truman est au courant que la décision qui porte sur, n'est-ce pas, l'Europe libérée, il y a un petit problème. L'URSS n'a pas respecté sa décision. Et cela entraînera quoi? De sérieux problèmes. Parce que pourquoi? On va constater la méfiance au sein de la Grande Alliance. Les grandes décisions de Yalta, de Potsdam, elles sont prises dans un climat tendu. Mais c'est normal, car Staline a devant lui des interlocuteurs. C'est le nouveau. C'est Harry Truman et Clément Attlee. Mais quand même, ils réussiront à discuter et à prendre de grandes décisions. La première, c'est quoi? La division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Comme je l'avais dit, n'est-ce pas, ici au niveau de la carte. Une partie réservée à la France, une partie réservée aux États-Unis, une partie réservée à l'URSS, une partie, n'est-ce pas, qui est réservée à l'Angleterre. Deuxième point, démilitarisation et dénazification ont été retenus. Mais quand on dit démilitarisation, dénazification, c'est une politique qui vise à complètement éliminer, n'est-ce pas, les racines du nazisme en Allemagne. Mais les grands vont prendre une décision, extrêmement importante. On va juger les criminels de guerre. C'est où? À Nuremberg, le procès de Nuremberg. On va juger les proches, les bras droits d'Adolf Hitler. Et cela va entraîner quoi? Même si cela ne va pas régler, n'est-ce pas, définitivement le problème de la dénazification, mais au moins, les têtes pensantes de ce parti vont disparaître. Donc on sous-entend que le nazisme sera complètement rayé de la carte. Mais l'Allemagne va payer la réparation. On dit que l'Allemagne est le responsable, n'est-ce pas, de cette guerre. Il va payer 20 milliards de dollars. Mais 20 milliards de dollars ne va pas faire revenir les 6 millions de juifs. Ne fera pas revenir les 50 millions de personnes qui ont disparu. Mais quand même, même si c'est une sorte de réparation symbolique, mais quand même, les gens vont accepter, n'est-ce pas, cette réparation. Qu'est-ce qui va se passer? Les frontières de l'Allemagne, la Pologne, la frontière de l'Allemagne et la Pologne est définitivement fixée au niveau de la ligne Odonais. Et l'Allemagne à l'ouest va perdre ses territoires au profit de la Pologne. Mais qu'est-ce qui va se passer? La défaite allemande, n'est-ce pas, et la métallisation des 2 fleuves Odonais, mais Staline rejette les nouvelles frontières de la Pologne. À l'est, ce ne fut pas le seul désaccord. Donc on commence à sentir que dans ces 3-là, on sent des points de désaccord, mais cela aura des conséquences dans la relation entre